Gérer les objections sans perdre le contrôle est une compétence essentielle pour toute personne qui veut influencer, vendre ou simplement mieux communiquer. Trop souvent, face à une remarque inattendue ou une critique, on réagit avec nervosité, justification excessive ou même agressivité. Résultat, la confiance se brise, le message se perd, et la discussion dévie. Pourtant, une objection n'est pas une attaque personnelle. C'est une occasion déguisée, une chance de clarifier, d'éduquer, de rassurer ou de convaincre. Celui ou celle qui objecte, c'est souvent quelqu'un qui s'intéresse encore, mais qui doute. La vraie question, ce n'est pas « comment faire taire l'objection », mais plutôt « comment transformer ce moment en levier de confiance ». Pour cela, il ne faut ni fuir le débat, ni imposer sa vision. Il faut apprendre à écouter, à comprendre l'intention derrière les mots, et à répondre avec calme, stratégie et assurance. Cette capacité à rester maître de soi dans les moments de tension est ce qui différencie les amateurs des vrais leaders. Dans les lignes qui suivent, tu vas découvrir comment faire face aux objections avec méthode, sans perdre ton calme, sans fuir, et surtout sans perdre de vue ton objectif. Car la maîtrise de soi précède toujours la maîtrise des autres. 1. Reste calme, même si l'objection est agressive. Il est très facile de rester calme quand tout se passe bien. Mais c'est dans les moments tendus que ton vrai niveau de maîtrise émotionnelle se révèle. Une objection, surtout lorsqu'elle est formulée avec agressivité, scepticisme ou ironie, peut déclencher chez toi une réaction défensive immédiate. Tu peux te sentir attaqué, injustement critiqué, voire humilié. Et si tu te laisses emporter par cette émotion, tu perds instantanément le contrôle de la conversation, et de toi-même. Rester calme ne veut pas dire rester passif, ni se taire, ni se soumettre. Cela signifie simplement garder la maîtrise de ton attitude, de ton ton, de tes mots et de ton énergie. Cela veut dire répondre avec intention, pas avec impulsion. Pourquoi garder son calme est indispensable? Premièrement, parce que le calme inspire la confiance. Une personne qui garde son sang-froid, même face à une critique directe ou à une objection virulente, envoie un signal fort, elle sait ce qu'elle fait. Elle est sûre d'elle, elle ne panique pas. Ce genre d'attitude attire le respect, même de la part des personnes les plus sceptiques. Deuxièmement, garder ton calme te permet de mieux entendre ce que l'autre dit vraiment. Une objection peut être mal formulée, agressive en apparence, mais cacher une peur, un manque d'information, un besoin réel. Si tu réagis avec précipitation, tu passes à côté du vrai message. Tu réponds à l'agressivité, pas à l'intention. Et tu perds une opportunité de convaincre. Enfin, en restant calme, tu évites d'alimenter le feu. Une objection peut être comme une étincelle. Si tu y réponds avec une flamme d'orgueil ou d'énervement, tu crées un incendie inutile. En revanche, si tu y réponds avec une posture posée, tu désamorces immédiatement la tension. Tu montres que tu n'es pas là pour te battre, mais pour avancer. Comment garder ton calme concrètement? Voici plusieurs techniques très efficaces. 1. Respire profondément avant de répondre. Dès que tu sens que l'objection te pique ou te désarçonne, ne réponds pas immédiatement. Prends une seconde ou deux pour respirer profondément. Cela peut sembler banal, mais ce réflexe simple suffit souvent à éviter une réponse impulsive. Pendant ce court moment de silence, ton cerveau a le temps de reprendre le dessus. Tu reviens au contrôle, tu réfléchis, tu te reconnectes à ton intention de départ, informer, convaincre, guider, pas te défendre. Et paradoxalement, ce silence de quelques secondes peut aussi désarmer ton interlocuteur. Il s'attend peut-être à une réaction vive. Il attend un duel, mais toi, tu montres que tu es ailleurs, dans la maîtrise. 2. Adopte une posture physique stable et détendue. Ton corps influence ton mental. Si tu croises les bras, hausses les épaules, fronces les sourcils ou tapotes nerveusement, tu envoies un message de tension, même si tu ne parles pas. Au contraire, adopte une posture ouverte, épaules relâchées, regard direct mais doux, mains visibles, ton posé. Cette posture t'aide à rester centré. Elle te rappelle que tu n'es pas en danger, que tu n'as rien à prouver, que tu es là pour dialoguer, pas pour dominer. C'est ce langage non verbal qui fait souvent toute la différence dans les moments tendus. 3. Reformule intérieurement ce que la personne dit. Quand une objection te semble agressive ou injuste, ton cerveau risque de la filtrer comme une attaque personnelle. Tu entends, tu es incompétent, tu mens, tu es nul, alors que ce n'est peut-être pas ce que la personne a voulu dire. Pour garder ton calme, reformule intérieurement ce que tu entends. Essaie de traduire l'agressivité en questions constructives. Par exemple, si la personne dit « c'est n'importe quoi ton truc », reformule mentalement « il ne comprend pas encore comment ça fonctionne ». Si elle dit « c'est trop cher, ça ne vaut pas le coup ».
Reformule, il a un doute sur la valeur par rapport au prix. Je dois l'éclairer. Cette gymnastique mentale t'aide à rester dans une posture de service et d'écoute, au lieu de tomber dans la réaction émotionnelle. 4. Ne prends rien personnellement. Voici une vérité difficile à accepter, mais essentielle, les objections ne parlent pas toujours de toi. Elles parlent souvent de l'état d'esprit, des expériences passées ou des peurs de la personne en face. Quelqu'un qui a été arnaqué auparavant sera méfiant, même si tu es honnête. Quelqu'un qui a échoué dans un projet aura du mal à croire que ça peut marcher. Quelqu'un qui doute de lui-même projettera peut-être ce doute sur toi. Alors, ne prends pas leurs mots comme une attaque contre ta personne. Garde de la hauteur. Ton objectif n'est pas de te faire aimer, mais d'apporter de la clarté et d'ouvrir une porte. 5. Prépare-toi mentalement avant les échanges importants. Avant une présentation, une négociation, une discussion commerciale ou même une réunion sensible, prends quelques minutes pour te préparer émotionnellement. Pose-toi ces questions. Quelles objections pourrais-je entendre? Comment pourrais-je y répondre avec calme et clarté? Qu'est-ce que je veux vraiment faire passer comme message, même si la personne réagit mal? Cette préparation mentale t'aide à aborder la conversation avec une stabilité intérieure. Tu ne seras pas surpris. Tu seras prêt. 6. Utilise un ton posé, même si l'autre élève la voix. C'est un réflexe puissant, plus quelqu'un élève la voix, plus on a envie de faire pareil. Mais si tu tombes dans ce piège, tu perds immédiatement ton autorité. En gardant un ton calme, tu crées un contraste. Tu montres que tu ne te laisses pas emporter. Tu restes en contrôle. Et souvent, cela suffit à faire redescendre la pression. Tu peux dire par exemple, « Je comprends que ce sujet te tienne à cœur. Laisse-moi t'expliquer calmement. Je préfère qu'on en parle sereinement. Mon but, ce n'est pas de t'opposer, mais de clarifier. Je suis à l'écoute. Dis-moi ce que tu veux vraiment comprendre. » 7. Garde toujours en tête ton objectif final. Quand tu fais face à une objection, ton but n'est pas de gagner le débat, mais de faire avancer la personne vers une compréhension, une décision, une solution. Si tu te laisses embarquer dans une bataille d'ego, tu oublies ton intention de départ. Tu perds de vue ta mission. Mais si tu restes calme, tu restes connecté à ton but. Tu restes le guide, pas le combattant. Rester calme face aux objections, surtout quand elles sont agressives, est une compétence qui se travaille. Ce n'est pas inné, mais c'est possible. C'est même ce qui te distinguera aux yeux des autres, ta capacité à rester stable, à ne pas tomber dans l'émotion, à continuer à dialoguer avec respect et clarté. Chaque objection est une opportunité de montrer ta maturité, ton professionnalisme et ta maîtrise. Et plus tu développes cette capacité, plus tu deviens un leader naturel. 2. Écoute jusqu'au bout, sans couper la personne. L'écoute active est l'un des éléments les plus puissants pour désamorcer une objection de manière efficace. Trop souvent, dans des situations de tension, on a tendance à réagir impulsivement, à vouloir interrompre l'autre pour défendre son point de vue ou pour couper court à ce qui semble être une critique. Pourtant, cette réaction peut se retourner contre nous. En réalité, écouter attentivement est non seulement essentiel pour comprendre l'objection, mais cela permet aussi de gagner en crédibilité, en empathie et en influence. L'écoute active est une technique fondamentale dans la gestion des objections, car elle permet d'ouvrir la voie à une discussion constructive. Pourquoi l'écoute active est-elle si cruciale? L'écoute est bien plus qu'un simple acte mécanique d'entendre ce que l'autre dit. C'est un processus de compréhension, de validation et de réflexion. Lorsque tu écoutes une objection sans la couper, tu démontres plusieurs qualités importantes. 1. Respect. L'écoute est un signe de respect. Lorsque tu écoutes l'autre personne jusqu'au bout, tu montres que tu valorises son opinion. Cela crée un climat de confiance, qui est essentiel dans toute communication. 2. Compréhension. Une objection n'est pas toujours claire au premier abord. La personne qui s'exprime peut ne pas formuler sa pensée de manière logique ou structurée. En écoutant attentivement, tu peux saisir les nuances de son argumentation, ses préoccupations sous-jacentes et les véritables raisons de son objection. 3. Éviter les malentendus. Lorsque tu écoutes sans interrompre, tu évites de supposer ce que l'autre pense. Souvent, on croit comprendre une objection dès les premières phrases, mais en continuant d'écouter, on découvre parfois que la personne n'avait pas exactement le même point de vue que celui que nous avions imaginé. Cette écoute permet d'éviter de partir sur des bases fausses. 4. Désamorcer la situation. L'interruption d'un interlocuteur crée une escalade de la tension. Chaque fois que tu coupes quelqu'un, tu augmentes la probabilité qu'il se défende ou devienne plus agressif. En laissant l'autre s'exprimer complètement, tu lui donnes l'impression de prendre sa position au sérieux, ce qui le calme généralement. 5. Renforcer ton pouvoir de persuasion. Une fois que tu as bien écouté,
tu peux répondre de manière plus ciblée. Si tu es capable de répondre précisément aux préoccupations exprimées, tu auras bien plus de chances de convaincre. L'écoute active te permet de personnaliser ta réponse. Les étapes de l'écoute active. Voici les principales étapes que tu peux suivre pour écouter activement et répondre de manière plus constructive. 1. Ne pas interrompre. La tentation d'interrompre peut être forte, surtout si tu crois déjà savoir où l'autre veut en venir. Pourtant, une objection n'est pas une simple affirmation, elle est souvent le reflet d'une inquiétude, d'un doute ou d'une question qui mérite une réponse. Lorsque tu interromps quelqu'un, tu fermes la porte à la discussion et tu montres que tu n'as pas de réelle ouverture à la compréhension. Pourquoi c'est important? Lorsque tu laisses l'autre parler jusqu'au bout, tu lui donnes le temps d'exprimer pleinement son idée, ce qui te permettra de mieux comprendre son point de vue. Chaque détail est important, même ce qui semble insignifiant. Astuce: si tu sens la tentation d'interrompre monter, concentre-toi sur ta respiration. Respire calmement, et assure-toi de laisser l'autre terminer sa phrase. 2. Reformuler ce que l'autre a dit. Une fois que la personne a fini de parler, l'une des meilleures manières de montrer que tu as écouté activement est de reformuler son objection. Cela prouve que tu l'as bien entendue et que tu es prêt à la traiter sérieusement. Cela peut aussi clarifier des malentendus. Par exemple, si quelqu'un dit « Je pense que ce produit est trop cher pour ce qu'il offre », tu pourrais répondre « Si je comprends bien, tu trouves que le rapport qualité-prix ne justifie pas l'investissement, c'est ça ». Pourquoi c'est efficace? Cette reformulation aide à apaiser la personne en montrant que tu comprends vraiment ce qu'elle exprime. Cela lui donne également l'occasion de préciser son point de vue si ce n'était pas exactement ce qu'elle voulait dire. 3. Poser des questions ouvertes. Plutôt que de répondre immédiatement, pose des questions pour approfondir la réflexion. Cela montre que tu cherches à comprendre davantage, et cela offre à la personne l'opportunité de développer son raisonnement. Ces questions doivent être ouvertes, c'est-à-dire sans réponse simple par oui ou non. Par exemple, après une objection sur le prix, tu pourrais poser « Qu'est-ce qui te ferait sentir que cet investissement en vaut la peine? Pourquoi c'est utile ?» Les questions ouvertes permettent de découvrir la racine du problème. Elles encouragent l'autre à exprimer ses préoccupations de manière plus détaillée et à se sentir davantage écouté. 4. Rester silencieux après l'objection. Après que l'autre ait exprimé son objection, n'aie pas peur du silence. Il est naturel de vouloir remplir l'espace avec une réponse immédiate, mais prendre quelques secondes pour réfléchir avant de répondre peut vraiment améliorer la qualité de la conversation. Ces quelques instants de silence permettent de te préparer à répondre de manière réfléchie, plutôt que de réagir impulsivement. Pourquoi c'est important? Le silence permet non seulement à la personne d'être plus ouverte à la discussion, mais il te donne aussi la chance de formuler une réponse plus précise et plus pertinente. 5. Faire preuve d'empathie. Lorsque quelqu'un exprime une objection, il ne s'agit pas uniquement d'un raisonnement logique. Il y a aussi des émotions qui entrent en jeu, comme la frustration, l'incertitude ou la peur. En écoutant activement et en répondant avec empathie, tu montres que tu comprends non seulement ce que la personne dit, mais aussi ce qu'elle ressent. Par exemple, si quelqu'un dit « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. J'ai déjà échoué dans le passé avec des projets similaires. » Tu peux répondre « Je comprends tout à fait que tu aies des réserves après une mauvaise expérience. Beaucoup de gens partagent cette inquiétude au début, mais ce que je peux te garantir, c'est que ce projet est conçu pour éviter ces pièges. » Pourquoi c'est puissant? L'empathie crée une connexion humaine. Elle permet à l'autre de se sentir compris et moins seul dans ses préoccupations. Cela ouvre un dialogue plus sincère et plus fluide. 6. Ne jamais juger ou critiquer l'objection. Enfin, pour que l'écoute soit réellement efficace, il faut éviter de juger ou de critiquer ce que l'autre a exprimé. Chaque objection est légitime du point de vue de celui qui l'émet, même si tu n'es pas d'accord avec elle. Juger ou minimiser. L'objection revient à réduire la valeur de l'opinion de l'autre, ce qui bloque la communication. Pourquoi c'est essentiel? Lorsque tu juges l'objection, tu risques de fermer la porte à un échange constructif. La personne pourrait se sentir ignorée ou méprisée, ce qui rendra la discussion encore plus difficile. L'écoute active est l'une des clés les plus puissantes pour gérer une objection de manière efficace. En écoutant attentivement, sans couper la personne, tu montres non seulement ton respect pour elle, mais tu crées également un espace propice à la compréhension mutuelle. L'objection, plutôt que d'être un obstacle, devient ainsi une occasion de renforcer ta position, d'approfondir le dialogue et de mieux comprendre les besoins réels de ton interlocuteur. Écouter jusqu'au bout, c'est aussi l'occasion de découvrir des informations précieuses qui t'aideront à répondre de manière plus ciblée et plus pertinente.
C'est ce qui transformera une situation tendue en une opportunité de collaboration et de persuasion. 3. Ne contredis jamais frontalement. Quand quelqu'un t'oppose une objection, ton premier réflexe peut être de prouver que cette personne a tort. C'est humain, on veut défendre son idée, sa position, son intégrité. Pourtant, entrer en confrontation directe est souvent une erreur stratégique. Pourquoi? Parce qu'une contradiction frontale met l'autre sur la défensive. Elle transforme la discussion en un duel d'ego, au lieu d'une recherche commune de solutions. Tu as beau avoir raison, si tu le fais sentir à l'autre de façon brutale, tu perds sa confiance. Tu gagnes le débat, mais tu perds la personne. Or, ton but n'est pas de gagner un combat verbal, c'est de faire avancer la conversation, d'ouvrir des perspectives, de convaincre sans blesser. Voilà pourquoi il est crucial d'apprendre à gérer les désaccords sans les transformer en affrontements. Pourquoi il ne faut pas contredire directement. Lorsqu'une personne émet une objection, elle met une partie de son raisonnement, de son expérience ou de son ressenti sur la table. Si tu la contredis sèchement, elle va immédiatement se sentir jugée ou rabaissée, se fermer émotionnellement, chercher à se défendre au lieu d'écouter, camper sur sa position même si elle commence à douter intérieurement. Une contradiction frontale, même bien intentionnée, peut humilier inconsciemment l'interlocuteur. Et personne n'aime se sentir inférieur. Dans ces moments, l'orgueil prend le dessus, la logique s'efface et la conversation devient stérile. Exemple maladroit. Client: je pense que votre service est trop cher. Réponse frontale: non, vous avez tort. Pour ce prix-là, c'est une très bonne affaire. Cette réponse rejette complètement la perception du client. Elle crée une opposition inutile. Que faire à la place? La stratégie consiste à accueillir l'objection, reconnaître la part de vérité, même minime, puis ajouter ton éclairage sans attaquer. C'est ce qu'on appelle en communication, la méthode du oui, et, ou, l'art du pont. 1. Valide d'abord le point de vue de l'autre. Commence toujours par reconnaître l'objection. Pas forcément parce que tu es d'accord avec elle, mais parce que tu reconnais son existence, son intention ou son contexte. C'est une forme de respect intellectuel. Exemple de formulation: je comprends ce que tu veux dire. C'est une réaction normale. Tu soulèves un point intéressant. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Ces phrases ne veulent pas dire que tu valides entièrement l'objection, mais que tu reconnais qu'elle mérite qu'on s'y attarde. 2. Relativise sans opposer. Au lieu de dire « non, ce n'est pas vrai », utilise des formulations qui ouvrent le dialogue. Tu as partiellement raison, et voici un autre angle à considérer. Je vois ce que tu veux dire, mais si tu me permets, je vais t'apporter un autre éclairage. C'est un point valable, et en même temps, il y a aussi cela à prendre en compte. Ces transitions douces permettent d'apporter un contre-argument sans attaquer. Tu ne rejettes pas l'opinion de l'autre, tu l'enrichis. 3. Apporte des faits, pas des jugements. Une autre erreur courante, c'est de répondre à une objection avec des émotions ou des jugements de valeur. Ce genre de réponse alimente le feu du conflit. Exemple maladroit: franchement, ce genre d'idée, ça ne tient pas la route. C'est méprisant, même si tu penses avoir raison. À la place, reste factuel. Apporte des éléments concrets, chiffres, témoignages, expériences vécues, comparaisons pertinentes. Exemple plus stratégique: je comprends ton doute. En effet, au premier abord, le tarif peut sembler élevé. Mais si on regarde les résultats obtenus par nos derniers clients sur 6 mois, on voit que l'investissement est rapidement rentabilisé. Tu réponds sans nier. Tu ne dis pas que l'autre a tort. Tu montres simplement une réalité différente. 4. Utilise la technique du recadrage. Le recadrage consiste à changer le cadre de perception de la personne. Tu ne dis pas « tu as tort ». Tu montres que le point de vue de l'autre est incomplet, ou partiel. Exemple: objection: ce produit est trop cher. Réponse avec recadrage: c'est vrai qu'il demande un certain investissement, mais si tu compares avec ce que tu perds chaque mois à cause du problème que ce produit résout, est-ce que ce n'est pas finalement plus rentable? Tu changes l'angle de vue. Tu invites l'autre à voir le sujet autrement. 5. Appuie-toi sur des précédents, preuves sociales. Une autre manière d'éviter une confrontation directe, c'est de te servir de l'expérience d'autrui. Tu n'es plus dans un face-à-face, tu racontes une situation vécue par quelqu'un d'autre. Cela évite l'effet « toi contre moi ». Exemple: objection: je ne pense pas que ça marchera pour moi. Réponse: c'est exactement ce que pensait Karim au début. Il avait les mêmes doutes que toi. Mais au final, après 3 semaines d'essai, il a vu des résultats qu'il n'avait jamais eu auparavant. Tu ne contestes pas, tu montres, tu racontes, tu inspires. 6. Pose une question plutôt que d'imposer une réponse. Si tu veux éviter de t'opposer frontalement, transforme ton contre-argument en question ouverte.
Cela redonne le pouvoir à l'autre de réfléchir par lui-même, au lieu de se sentir attaqué. Exemple. Objection. Je ne pense pas que ce soit utile pour moi. Réponse directe. Tu te trompes. C'est utile. Opposition. Réponse stratégique. Qu'est-ce qui te ferait dire que ce ne serait pas utile dans ton cas? Dialogue. Tu invites à explorer, au lieu d'imposer. Cette méthode est douce, mais très puissante. 7. Prépare des réponses nuancées à l'avance. Plus tu rencontres d'objections dans ton domaine, plus tu deviens capable de les anticiper. Prépare des réponses types qui évitent la confrontation. Utilise des formules qui désarment au lieu de bloquer. Voici quelques formulations magiques à intégrer. Tu n'es pas le seul à penser ça, et justement. C'est une réaction fréquente, et justement, c'est pour cela que. On m'a souvent posé cette question, et j'ai constaté que. Ces phrases te permettent de rebondir avec élégance. Tu neutralises le choc. Tu évites le bras de fer. Ne pas contredire frontalement ne signifie pas être d'accord avec tout, ni se soumettre. Cela veut simplement dire que tu choisis la stratégie au lieu de la réaction émotionnelle. Tu évites les affrontements inutiles. Tu préfères guider la pensée de ton interlocuteur plutôt que de la braquer. L'efficacité dans la gestion des objections repose sur cette capacité à accueillir, à reformuler, à recadrer, à questionner, sans jamais humilier ni imposer. Chaque fois que tu résistes à l'envie de dire « non », tu as tort, tu gagnes en influence. Car les gens ne changent pas d'avis quand on les écrase, mais quand on les éclaire sans les blesser. 4. Apporte une réponse claire, simple et concrète. Quand quelqu'un t'oppose une objection, ce qu'il attend au fond, ce n'est pas un discours compliqué ni une démonstration intellectuelle. Il attend une réponse qui le rassure, qui lui parle, qui lui montre une issue concrète. Une objection est souvent le signe qu'un obstacle mental ou émotionnel empêche l'autre de s'engager, d'acheter, d'agir ou de te faire confiance. Ton rôle, à ce moment-là, n'est pas de l'impressionner, mais de lever le doute, avec calme, clarté et précision. Dans cette partie, tu vas comprendre comment formuler des réponses qui touchent vraiment ton interlocuteur, en évitant les pièges des explications vagues ou trop longues. Pourquoi ta réponse doit être simple et concrète? Une objection crée un moment de flottement, un blocage. Si tu réponds avec des phrases abstraites, trop techniques ou trop longues, tu risques de renforcer la confusion au lieu de la dissiper. Or, ce que cherche ton interlocuteur à ce moment précis, c'est de la clarté, une orientation, et surtout une certitude raisonnable qu'il fait le bon choix. Ta réponse doit donc remplir 3 fonctions principales. 1. Apaiser, réduire le stress, les doutes, les peurs. 2. Éclairer, donner une information claire, compréhensible et ciblée. 3. Encourager à avancer, faire progresser vers une décision ou une action. Les 5 principes d'une réponse efficace à une objection. 1. La simplicité est ta meilleure arme. Plus tu parles de manière simple, plus tu es compris. Et plus tu es compris, plus tu inspires confiance. Une réponse efficace n'est pas celle qui utilise des mots complexes ou des arguments en cascade. C'est celle qui dit l'essentiel, dans des mots que ton interlocuteur comprend immédiatement. Exemple. Objection. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne vraiment. Réponse simple. Je comprends. C'est justement pour ça qu'on propose un essai gratuit de 7 jours. Tu pourras juger par toi-même. Pas besoin d'un long discours. Tu donnes une solution simple, directe, vérifiable. 2. Va droit au but. Quand quelqu'un formule une objection, son attention est focalisée sur un point précis, un doute, une peur, une croyance. Il n'a pas besoin d'une nouvelle présentation complète. Il veut une réponse ciblée. Ne tourne pas autour du pot. Va directement là où ça fait mal, et soulage la douleur. Exemple. Objection. C'est trop cher pour moi. Mauvaise réponse. Oui mais tu sais, la qualité a un prix, et puis avec les matières premières, les coûts de production, etc. Bonne réponse. Je comprends. C'est pour ça qu'on propose un paiement en 3 fois sans frais. Tu peux commencer sans pression. L'efficacité vient de la capacité à identifier le vrai problème, puis à y répondre en 1 ou 2 phrases fortes. 3. Utilise des faits, pas des promesses. L'être humain croit ce qu'il peut vérifier, pas ce qu'on lui promet. Si tu veux que ta réponse soit crédible, ancre-la dans quelque chose de concret. Un chiffre, une expérience client, un exemple réel, un résultat mesurable. Exemple. Objection. Comment je peux être sûr que ça va marcher pour moi? Réponse concrète. 90% des personnes qui ont suivi ce programme ont vu une amélioration de leurs résultats en moins d'1 mois. Et dans ton cas, avec ton profil, ça peut même aller plus vite. Quand tu relis ta réponse à une preuve visible, tu renforces la confiance. Tu sors de l'intention pour entrer dans la réalité. 4. Utilise des histoires ou des témoignages.
Rien ne touche plus une personne qu'une histoire concrète de quelqu'un qui lui ressemble. Une objection, c'est souvent la peur d'être le seul à échouer, ou d'être mal compris. En racontant un cas réel, tu humanises ta réponse. Exemple, objection, je suis trop âgée pour me lancer dans ça. Réponse, tu sais, l'année dernière, Marie, 62 ans, s'est inscrite avec cette même inquiétude. Aujourd'hui, elle accompagne d'autres personnes comme elle. L'âge n'a pas été un frein, c'était même une force. Les histoires inspirent, elles donnent de l'espoir, et surtout, elles transforment une idée vague en réalité vécue. 5. Termine ta réponse par une ouverture, pas par un mur. Une bonne réponse ne ferme pas la conversation. Elle doit inviter à avancer, à poser une autre question, à réfléchir différemment ou à prendre une décision. Même si l'objection est levée, il est important de reconnecter avec l'objectif initial de l'échange. Exemple, maintenant que cette partie est clarifiée, est-ce que tu veux qu'on regarde ensemble comment démarrer concrètement? Est-ce que ça répond à ta question? Si tu veux, je peux t'expliquer la prochaine étape. Ce type de question montre que tu es là pour guider, pas pour imposer. Tu restes dans l'accompagnement, pas dans la pression. Erreur à éviter quand tu réponds à une objection. Même avec les meilleures intentions, certaines maladresses peuvent anéantir l'effet de ta réponse. En voici quelques-unes. Parler trop longtemps, plus tu expliques, plus tu risques de brouiller le message. Garde ta réponse courte et forte. Utiliser un ton défensif, tu n'as pas à te justifier. Reste neutre, posé, confiant. Vouloir tout régler d'un coup, une objection égale une réponse. Pas besoin de tout anticiper d'un seul coup. Minimiser l'objection, ce n'est rien, ou c'est une fausse question, peut blesser. Prends chaque objection au sérieux. Répondre dans un langage trop technique, adapte ton vocabulaire à la personne que tu as en face. Exemple concret de réponse simple, claire et concrète. Objection, je n'ai pas le temps. Réponse, c'est justement pour ça que notre méthode se fait en 15 minutes par jour. Tu peux la caser entre 2 rendez-vous. Objection, je dois réfléchir. Réponse, bien sûr, pour t'aider à réfléchir, je peux t'envoyer un document avec les points essentiels et les témoignages. Tu veux qu'on se reparle demain? Objection, je ne suis pas sûre que ce soit fait pour moi. Réponse, dis-moi ce qui te fait douter. Comme ça, je peux te dire honnêtement si ça correspond ou pas à ta situation. Apporter une réponse claire, simple et concrète est un art. C'est ce qui transforme un doute en décision, une hésitation en confiance. Et ce n'est pas une question de talent inné. C'est une question de méthode, de préparation et d'intention. Souviens-toi toujours que ton rôle, face à une objection, ce n'est pas de briller, c'est de servir. Ce n'est pas d'impressionner, c'est de rassurer. Et surtout, ce n'est pas de gagner un combat, c'est de construire une relation solide. Avec de la pratique, tu verras que tu pourras répondre aux objections avec fluidité, sans stress, et avec une efficacité redoutable. 5. Reviens à l'objectif initial, recentrer la conversation et guider vers la décision. Quand une objection surgit, il est facile de se laisser embarquer dans une nouvelle discussion qui s'éloigne du but de départ. Tu peux te retrouver à parler de détails techniques, de comparaisons inutiles ou à répondre à une série de questions qui te font perdre le fil. Pourtant, chaque conversation a un but, que ce soit conclure une vente, obtenir un engagement, ou provoquer une prise de conscience. Gérer les objections, ce n'est pas seulement répondre intelligemment, c'est surtout garder le cap, ne jamais perdre de vue l'objectif que tu poursuis, et aider l'autre à revenir à l'essentiel. Pourquoi il est vital de revenir à l'objectif? Imagine un pilote d'avion. Pendant le vol, il peut faire des détours, éviter des turbulences, mais il garde toujours en tête la destination finale. C'est pareil dans une discussion où tu fais face à une objection. Tu peux écouter, t'adapter, faire des détours dans tes réponses, mais tu dois toujours revenir à ce qui compte vraiment, faire avancer ton interlocuteur vers la décision ou l'action que tu vises. Une objection, c'est un ralentissement, un virage, mais pas un changement de destination. Revenir à l'objectif permet de ne pas s'enliser dans une discussion secondaire, de ramener de la clarté dans l'échange, de reprendre le contrôle du dialogue, avec bienveillance, d'aider ton interlocuteur à ne pas se perdre dans ses peurs ou doutes. Comment savoir quel est l'objectif? Avant même d'aborder une conversation stratégique, vente, recrutement, coaching, négociation, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux que cette personne comprenne, ressent tout face à la fin de cette conversation? Ce « nord » doit rester clair dans ta tête, sinon tu seras facilement déstabilisé par des objections ou des détours. L'objectif n'est pas toujours la vente directe. Il peut être de créer un déclic, obtenir un rendez-vous,
Faire une démonstration. Lever une croyance limitante. Engager une première étape. Exemple, si tu proposes un produit de santé, ton objectif immédiat n'est pas forcément qu'on l'achète, mais peut-être d'obtenir l'accord pour un essai gratuit ou une présentation complète. Garde ça en tête tout au long de l'échange. Technique pour revenir à l'objectif avec finesse. Voici plusieurs stratégies simples et puissantes que tu peux utiliser pour recadrer la conversation sans brusquer l'autre. 1. Reformule le besoin initial. Une bonne façon de recentrer la discussion, c'est de rappeler pourquoi la personne t'a écouté ou approché au départ. Exemple, tu m'avais dit tout à l'heure que tu voulais améliorer ta santé sans médicaments. Tu penses que ce produit peut répondre à ça? Ou encore, ton objectif, c'est de mieux gagner ta vie tout en restant libre, n'est-ce pas? Ce que je te propose va exactement dans ce sens. En ramenant l'autre à sa propre motivation, tu le reconnectes à ce qui l'a poussé à écouter. Tu réactives l'intention de départ. 2. Pose une question orientée vers la solution. Une objection est souvent un signal de confusion. Une question bien posée peut ramener la clarté et rediriger l'attention vers la prochaine étape. Exemple, qu'est-ce qui te rassurerait le plus pour avancer maintenant? Qu'est-ce qu'il te manque pour prendre une décision? Si ce point était réglé, est-ce que tu serais prêt à commencer? Ces questions permettent de clore le chapitre de l'objection et d'ouvrir celui de l'action. 3. Invite doucement à conclure. Si tu sens que l'objection a été traitée, ne reste pas figé. Avance. Rappelle à ton interlocuteur l'objectif, puis propose la suite logique. Exemple, maintenant que c'est clair pour toi, est-ce que tu veux qu'on passe à l'inscription? Donc si je résume, tu es intéressé, tu avais juste besoin de comprendre ce point. Est-ce qu'on fait le premier pas maintenant? Cette technique est puissante car elle crée une transition naturelle vers la conclusion. 4. Utilise le fil rouge de la conversation. Tout au long d'un échange, garde en tête une ligne directrice, un fil conducteur que tu pourras rappeler pour ne pas te disperser. Exemple, depuis le début, tu m'as parlé de ton envie de changer. De situation professionnelle, cette opportunité peut vraiment être le levier que tu cherches. Est-ce que tu veux qu'on voit ensemble comment démarrer? C'est comme si tu disais, ne t'égare pas. Regarde le cœur de ce qu'on cherche à accomplir ensemble. Exemple concret, comment revenir à l'objectif selon les situations. Situation 1. Objection sur le prix. Objection, c'est trop cher. Réponse, je comprends, mais si tu regardes bien, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement pour atteindre ton objectif de liberté financière. Tu m'as dit que tu voulais sortir du stress de fin de mois, non. C'est justement ce que ce programme permet à ceux qui s'y engagent. On revient à l'objectif, retrouver de la stabilité et de la liberté. Situation 2. Objection émotionnelle, j'ai peur de me lancer. Objection, je ne sais pas si je vais y arriver. Réponse, c'est normal d'avoir cette peur. Mais tu m'as dit que tu en avais marre de ta situation actuelle, que tu voulais enfin agir. On peut avancer étape par étape, ensemble. Est-ce que tu veux faire juste le premier pas aujourd'hui? On ramène l'attention sur la souffrance actuelle et le besoin d'agir. Situation 3. L'interlocuteur pose beaucoup de questions secondaires. Réponse, toutes tes questions sont pertinentes, et je suis là pour y répondre. Mais si on revient à ce que tu veux vraiment, plus de liberté, plus de revenus, ce que je t'ai montré correspond-il à ce que tu cherches? On coupe gentiment la dispersion et on revient au centre. Les erreurs fréquentes à éviter. Te perdre dans les détails, tu peux répondre à une objection, mais si tu ouvres trop de portes, tu perds l'autre. Vouloir convaincre à tout prix, plus tu pousses, plus la personne résiste. Rappelle-toi que guider est plus efficace que forcer. Ignorer les objections en pensant, passer vite à la conclusion, chaque objection doit être accueillie, traitée, puis suivie d'un recentrage. Oublier l'objectif toi-même, sans une intention claire, tu peux être désorienté. Sois au clair dès le début sur ce que tu veux obtenir. Revenir à l'objectif initial n'est pas une option, c'est une nécessité. Dans une conversation, surtout face à une objection, le mental de l'autre cherche souvent à fuir, à se protéger, à se rassurer. Ton rôle, c'est de le ramener à son désir profond, à ce qu'il veut vraiment, pas à ce qui le fait douter. C'est en gardant ce cap que tu peux rester maître de la conversation, sans être autoritaire, sans pression, mais avec clarté, leadership et bienveillance. Une objection, bien traitée et suivie d'un bon recentrage, devient un tremplin vers une décision, et non un frein. 6. Reste calme, ferme et positif jusqu'au bout, incarner la posture du leader confiant. Quand tu fais face à une objection, tu entres dans une zone délicate. L'autre te teste, il exprime un doute, une peur, une hésitation, parfois même une résistance déguisée.
Et dans cette zone incertaine, ta posture devient plus importante que tes mots. Ta manière d'être, ton énergie, ta maîtrise émotionnelle peuvent faire toute la différence. Si tu t'énerves, si tu t'impatientes, si tu deviens agressif ou trop insistant, tu perds ton pouvoir d'influence. Mais si tu restes calme, posé, serein, tout en étant ferme et positif, tu rassures. Tu inspires la confiance. Tu incarnes le leader qui sait où il va. Pourquoi le calme est une force silencieuse. Une objection est rarement une attaque. Même si le ton est tendu, même si l'interlocuteur semble fermé, ce qu'il cherche souvent, c'est une sécurité. Il veut savoir, est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que cette personne est stable? Est-ce qu'elle est crédible? Quand tu restes calme, tu envoies un message puissant sans dire un mot. Je ne suis pas déstabilisé. Je suis préparé. J'ai confiance en ce que je propose. Et ce calme est contagieux. Il apaise. Il détend l'atmosphère. Il donne envie de t'écouter. Être ferme ne veut pas dire être dur. Souvent, quand on parle de fermeté, on pense à la rigidité, au ton sec, à une forme d'autorité qui impose. Ce n'est pas ça. Être ferme, c'est être clair dans ton discours. Être stable dans ta position. Ne pas te contredire ou te renier sous la pression. Dire non avec respect quand il le faut. Défendre la valeur de ce que tu proposes sans trembler. La fermeté n'est pas la fermeture. C'est la cohérence entre ce que tu dis, ce que tu ressens et ce que tu dégages. C'est ce qui donne du poids à ta parole. Pourquoi garder une attitude positive jusqu'à la fin? Il peut arriver qu'une objection soit mal formulée, qu'elle t'agace, qu'elle te semble injuste. Mais si tu montres un agacement, un jugement, ou même une ironie blessante, tu casses le lien de confiance. Même si ton produit ou ton service est excellent, la personne retiendra ton attitude, pas ton argument. Rester positif, c'est montrer que tu respectes l'autre, même dans ses doutes. C'est lui montrer que tu crois en lui, même s'il hésite. C'est garder une énergie haute et montrer que tu es là pour l'aider, pas pour le convaincre à tout prix. Quelques attitudes concrètes pour rester dans la bonne posture. 1. Respire profondément avant de répondre. Quand une objection tombe, surtout si elle est inattendue ou agressive, prends une seconde pour respirer. Ne réagis pas à chaud. Respire, puis réponds. Ce petit espace te permet de garder ton calme et de répondre avec maîtrise. 2. Utilise un ton posé, ni trop doux, ni trop sec. Ton ton de voix transmet plus que tes mots. Évite de crier, d'élever la voix, ou de chuchoter comme si tu n'étais pas sûr de toi. Parle avec assurance, sans agressivité, comme quelqu'un qui n'a rien à prouver, mais beaucoup à offrir. 3. Sois honnête, mais encourageant. Tu peux reconnaître qu'une objection est légitime sans en faire un problème. Par exemple, je comprends que ce soit un investissement important. Justement, c'est ce qui en fait une vraie décision, pas une simple dépense. C'est normal d'avoir un peu peur. La plupart des gens qui ont changé leur vie ont commencé comme ça. Ces phrases montrent que tu valides l'émotion, mais que tu nages au-dessus du doute, sans te laisser engloutir. 4. Ne change pas ton discours sous la pression. Si l'autre insiste lourdement, ne modifie pas ton message juste pour lui faire plaisir. Ne baisse pas ton prix soudainement. Ne promets pas ce que tu ne pourras pas tenir. Reste ferme. Je préfère te dire la vérité maintenant, même si c'est inconfortable, plutôt que de créer de la déception plus tard. Ce que je t'ai montré, c'est ce qui marche vraiment. Si tu veux des résultats solides, c'est ce chemin-là. Ta crédibilité naît de ta constance. 5. Termine toujours sur une ouverture. Même si la personne refuse ou n'est pas encore prête, garde une attitude accueillante. Tu ne sais jamais si elle reviendra demain, dans une semaine ou dans 6 mois. Termine toujours l'échange sur une note d'estime, sans reproche ni frustration. Par exemple, je respecte ta décision. Tu sais où me trouver si un jour tu veux en reparler. Ce n'est peut-être pas le bon moment, mais je crois toujours que cette solution pourrait t'apporter énormément. Tu laisses une porte ouverte, avec dignité. Quelques erreurs à éviter à tout prix. Erreur 1. Répondre avec agressivité ou sarcasme. Exemple à éviter. Ah bon? Tu veux tout gratuit aussi pendant qu'on y est. Même si c'est dit en plaisantant, ce genre de remarque peut blesser. Elle montre que tu perds ton sang-froid. Erreur 2. Céder trop vite par peur de perdre la vente. Si tu baisses ton prix sans discussion, ou si tu modifies complètement ton offre dès qu'on objecte, tu perds en autorité. L'autre sent que tu doutes toi-même de ce que tu proposes. Erreur 3. Te justifier trop longuement. Plus tu expliques, plus tu sembles chercher à te défendre. Or, un leader ne se défend pas. Il affirme calmement, avec conviction. Erreur 4. Montrer ton agacement ou ton désespoir. Si tu dis « tu ne comprends pas »,« tu fais une erreur » ou « tu vas regretter », tu fais peur. Tu ne donnes pas envie.
Tu sembles dépendant de la décision de l'autre, et non maître de ta posture. Un exemple vivant, le vendeur maître de lui. Imagine un vendeur de formation en ligne. Il parle à un prospect intéressé, mais qui dit soudain: franchement, je trouve ça cher pour une vidéo sur internet. Le vendeur pourrait se vexer. Au lieu de ça, il répond calmement: je comprends ta réaction. Beaucoup de gens pensent ça au début. Mais cette vidéo, c'est le fruit de 10 ans d'expérience, condensé en une méthode qui transforme des vies. Le vrai prix, ce n'est pas ce que tu paies maintenant, c'est ce que tu gagnes derrière. Tu veux qu'on regarde ensemble ce que ça peut te rapporter si tu l'appliques vraiment. Cette réponse est calme, ferme, et orientée vers le positif. Elle rassure, elle redonne envie, elle montre que le vendeur maîtrise l'échange sans être dans l'émotion. Dans toute objection, il y a un test. Ce test ne porte pas seulement sur ton produit ou ton offre. Il porte aussi, et surtout, sur toi. Est-ce que tu crois vraiment en ce que tu dis? Est-ce que tu es stable émotionnellement? Est-ce que tu es quelqu'un qu'on peut suivre, écouter, respecter? Ta capacité à rester calme, ferme et positif jusqu'au bout est ce qui fera la différence entre un simple interlocuteur et un vrai leader. Un leader n'a pas besoin d'écraser. Il inspire, il guide, il tient bon, même face aux doutes. Et plus tu incarneras cette posture, plus tu verras les objections se transformer, non pas en murs, mais en pont. 7. Sache conclure avec élégance ou différer avec intelligence, la maîtrise du bon timing. Dans une conversation où tu présentes une opportunité, où tu proposes un produit, un service, ou même une vision, vient toujours un moment clé, la fin de l'échange. C'est là que tout se joue. Soit tu conclus avec élégance, dans une dynamique positive et respectueuse. Soit tu sens que ce n'est pas encore le bon moment, et dans ce cas, tu diffères, mais avec intelligence, sans tout gâcher par précipitation ou maladresse. Conclure ou différer, ce n'est pas choisir entre vaincre ou fuir. C'est choisir de respecter le bon rythme, de capter le tempo émotionnel et rationnel de ton interlocuteur, et d'agir avec sagesse stratégique. Pourquoi conclure avec élégance est crucial? Trop de gens pensent que, conclure, c'est forcer l'autre à dire « oui ». Ils cherchent à « closer », comme s'il s'agissait d'un combat. Mais en réalité, la conclusion élégante est une danse, pas un duel. Conclure avec élégance, c'est sentir que le moment est venu. Proposer une décision claire. Donner à l'autre l'espace de dire « oui » avec confort. Finaliser sans pression ni tension. Une belle conclusion laisse l'autre dans un bon état émotionnel. Il n'a pas l'impression d'avoir été poussé ou manipulé. Il a l'impression d'avoir choisi avec clarté. Et cette sensation est fondamentale pour bâtir une relation durable. Comment savoir quand il est temps de conclure? Plusieurs signes montrent que ton interlocuteur est prêt. Il pose des questions précises sur la suite. Il parle de lui dans le futur avec ton offre, et si je démarre lundi? Il hoche la tête, il est attentif, il montre de l'enthousiasme. Quand ces signes apparaissent, ne tarde pas. Beaucoup ratent la conclusion car ils veulent en dire encore plus. Mais trop parler peut noyer la décision. C'est à ce moment-là qu'il faut formuler clairement la proposition. Tu es prêt à passer à l'étape suivante. On peut lancer ensemble dès aujourd'hui si tu veux. Si tout est clair pour toi, je t'envoie les étapes. Tu ne pousses pas, tu ouvres une porte, et tu observes la réaction. Les clés d'une conclusion élégante. Voici les éléments à soigner dans une conclusion réussie. 1. Le respect. Ne traite jamais ton interlocuteur comme une cible à atteindre. Même s'il dit oui, il doit sentir que tu respectes sa liberté. Je te laisse décider tranquillement, je suis là pour t'accompagner, pas pour te forcer. 2. La clarté. Ne quitte jamais une conversation avec des flous. Dis clairement ce qui suit. Voici comment on procède, tu valides maintenant, je t'ajoute au groupe, tu reçois ton lien, et demain on démarre. 3. La légèreté. Évite de rendre la conclusion solennelle ou lourde. Reste simple et fluide. Si tu veux, on lance ça maintenant, et tu verras par toi-même les résultats. Et si la personne n'est pas prête? Diffère avec intelligence. Parfois, malgré tout ton travail, ton écoute, ta posture, la personne n'est pas encore prête. C'est frustrant, mais c'est une réalité. Tu peux forcer un discours, mais tu ne peux pas forcer un timing de transformation intérieure. À ce moment-là, deux dangers te guettent. L'abandon brutal, tu coupes court, vexé ou résigné. L'insistance maladroite, tu pousses encore, jusqu'à créer un rejet. Il existe une troisième voie, différer avec intelligence. Différer avec intelligence, c'est quoi? C'est dire, en substance. Je comprends que ce n'est pas encore le bon moment. Mais ce n'est pas un adieu. Je garde le lien, je reste à disposition. Je te laisse avancer à ton rythme, et on se retrouve plus tard si c'est juste pour toi. C'est une manière mature,
responsable et stratégique de garder la relation vivante, ouverte, respectueuse. Comment différer avec style? Voici quelques phrases que tu peux utiliser. Je vois que tu as encore besoin de réflexion. Aucun souci. Tu veux qu'on se reparle dans quelques jours. Je préfère que tu sois pleinement convaincu. Prends ton temps, je reste disponible. L'important, ce n'est pas que tu dises oui aujourd'hui. C'est que tu dises oui quand tu es aligné avec toi-même. Tu peux même proposer un point de contact futur, sans pression. Je t'envoie juste un petit message la semaine prochaine pour voir où tu en es, ça te va? Cela montre que tu respectes son espace, mais que tu crois toujours en la valeur de ce que tu proposes. Pourquoi différer intelligemment te rend encore plus crédible? Parce que tu montres que tu ne dépends pas émotionnellement de sa réponse. Que tu n'es pas là pour prendre, mais pour offrir. Que tu sais que le bon moment viendra, sans forcer. Beaucoup de gens reviennent des semaines plus tard juste parce qu'ils se sont souvenus de ton attitude digne et respectueuse. Il se dit, cette personne m'a traité avec considération. Je peux lui faire confiance. Un exemple vivant, savoir conclure, ou reporter avec élégance. Imaginons que tu proposes à quelqu'un de rejoindre ton programme d'accompagnement. Il te dit, honnêtement, j'ai envie, mais j'ai trop de choses en tête en ce moment. Peut-être plus tard, tu pourrais insister, ou tu pourrais répondre ainsi. Je comprends, on sent tous ce genre de tiraillement quand une décision importante arrive. Ce que je te propose, c'est de prendre un peu de recul. Je t'enverrai un petit rappel dans une semaine, et tu verras. Si ça te parle à ce moment-là. Ce que je sais, c'est que tu as un potentiel énorme, et que ce programme pourrait vraiment t'aider. Mais je respecte ton rythme. Ce genre de réponse touche profondément. Elle montre de la hauteur, de la confiance, et de l'élégance relationnelle. Maîtrise la dernière impression. On dit souvent que la première impression est capitale. C'est vrai, mais la dernière impression marque tout autant, parfois encore plus. La manière dont tu conclus ou diffères reste gravée dans l'esprit de ton interlocuteur. Elle détermine s'il repensera à toi avec envie, ou avec méfiance. Sois donc ce leader qui sait quand conclure avec élégance, avec le mot juste, le ton juste, le geste juste. Et sois aussi ce sage qui sait quand différer avec intelligence, en laissant une trace de confiance, de respect et de grandeur d'âme. Car dans le jeu de l'influence, ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui gagne. C'est celui qui sait quand parler, et quand laisser l'écho parler pour lui. Conclusion. Gérer les objections avec maîtrise, ce n'est pas vaincre l'autre, c'est se vaincre soi-même, vaincre son ego, sa peur du rejet, son besoin de convaincre à tout prix. C'est choisir la posture du leader serein, qui écoute plus qu'il ne parle, qui comprend avant de répondre, qui s'adapte sans se trahir. En cultivant un état d'esprit constructif, tu transformes les objections en occasions de connexion. En écoutant avec attention, tu découvres ce qui bloque réellement. En accueillant sans réagir, tu désarmes la tension. En posant des questions puissantes, tu guides sans imposer. En valorisant la personne, tu la fais se sentir comprise. En clarifiant la situation, tu l'aides à se positionner. Et surtout, en sachant conclure ou différer avec élégance, tu laisses une trace de respect durable. Ce n'est donc pas une technique de manipulation que tu développes, mais une intelligence relationnelle profonde. Tu deviens cette personne qu'on écoute, qu'on respecte et qu'on suit, non pas par pression, mais par conviction. Car au fond, celui qui gère bien les objections, c'est celui qui sait que la vraie influence naît du calme, de l'écoute et de l'élégance intérieure.